Parmi les causes d'infertilité, il y a le manque d'utérus fonctionnel, soit parce qu'il est absent, soit parce qu'il est anormal et que l'embryon ne peut pas se développer à son niveau. Jusque-là, on pensait que c'était sans solution. Il y a des solutions d'utérus artificiel, mais elles sont tout à fait hypothétiques. Et il a fallu Mats Brandström et son équipe en Suède pour débuter les premières greffes d'utérus qui ont amené la première naissance en 2016. À Foch, où je suis consultant, avec l'équipe de Jean-Marc Ayoubi, nous avons développé ce programme. Et la première naissance vient d'avoir lieu il y a à peu près un mois. Les utérus viennent soit des donneurs vivants, des donneuses bien sûr, des donneuses vivantes, soit des donneuses décédées, comme tout prélèvement d'organes. Mais jusqu'à présent, la majorité des cas qui ont été réalisés proviennent de donneuses vivantes. Et dans l'équipe suédoise, qui est l'équipe phare, on va dire, et nous avons suivi ces modalités, c'est souvent la mère, la tante, voire la sœur. C'est donc le cercle familial très proche qui accepte de donner son utérus à la jeune fille qui est née sans. En effet, les maladies de Rokitansky touchent une petite fille sur 6000 à peu près. Et donc, il y a un certain nombre de jeunes femmes qui, bien qu'ayant des ovaires fonctionnels, ne peuvent porter la grossesse. Et ce qu'elles souhaitent, bien sûr, c'est avoir des enfants, mais c'est aussi vivre cette grossesse. C'est surtout cette polarisation sur le lien qui se passe pendant la grossesse avec l'enfant, le fait d'accoucher, même si c'est par césarienne, et de voir d'emblée cet enfant sortir de soi. Je pense que c'est la raison essentielle de la demande que nous voyons quand même de façon importante, puisqu'il y a, comme je l'ai dit, un certain nombre de femmes qui ont cette situation. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une greffe chirurgicale difficile, plus difficile encore que les autres greffes comme le rein, le poumon ou le cœur, parce que les artères sont très fines par rapport aux autres organes énoncés, et parce que il y a, pour avoir accès à ces artères et à ces veines, il faut faire une chirurgie qui n'est pas facile parce qu'elle flirte avec l'urtère et l'appareil urinaire. Donc c'est une intervention qui est lourde, qui mérite réflexion. Et ensuite, il va y avoir tout le phénomène, comme pour toutes les greffes, c'est-à-dire d'un traitement immunosuppresseur qui est indispensable pour le maintien de la greffe une fois qu'elle est réalisée. Et il faudra l'arrêter puisque une fois que l'enfant est né, voire deux enfants, puisqu'on peut garder l'utérus encore un peu pour une deuxième voire une troisième grossesse, simplement après ça ne sert plus à rien et il faut enlever l'utérus et donc arrêter l'immunothérapie. En ce qui concerne la GPA, on est dans un autre registre. On est dans un registre d'abord commercial, on n'est pas dans le cercle premier sauf exception. Donc on est la GPA éthique qui a été énoncée par certaines personnes, elle n'existe pas. Elle est commerciale parce qu'il y a un contrat automatique qui se lie entre le donneur et le couple receveur, et il y a des avocats, et il y a donc le prix de la fécondation in vitro, et ça c'est à la charge du couple demandeur, qui va donc rémunérer la patiente qui prête, loue, vend, comme on veut, son utérus. En tous les cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est pour ça que je crois que, en plus, il n'y a pas le vécu de l'échange avec l'enfant. Au contraire, même s'il y a peut-être un vécu comme pour toute grossesse, il est brutalement séparé à la naissance pour que l'enfant rejoigne les commanditaires. La GPA ne représente pas sur le plan strictement scientifique un progrès quelconque. Il s'agit de mettre un embryon qui provient d'un couple, parfois même de la femme porteuse, en ce qui concerne l'ovocyte, et de le mettre dans un utérus. La seule chose que l'on a constatée, aussi bien dans la GPA surtout que dans le don de gamètes, c'est que l'utérus n'a pas d'âge, et que même lorsqu'il a 55-60 ans, comme c'est le cas dans les greffes d'utérus, voire dans les dons qui ont été poussés à l'extrême, à mon avis, pas raisonnable, puisque ça va jusqu'à 70 ans, l'utérus est un organe qui est assez compliant. Voilà ce qu'on a appris. Mais en dehors de ça, la GPA n'a rien comme progrès technique. Par contre, la greffe d'utérus représente une prouesse chirurgicale avec
l'activité d'un robot chirurgie et surtout les phénomènes immunologiques, les phénomènes vasculaires pour permettre un vécu d'une femme qui donc n'a pas d'utérus et qui va vivre la grossesse de A à Z, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, est-ce qu'il y a ensuite des dettes entre la mère qui a donné son utérus et la fille qui le reçoit? C'est pas impossible, comme dans tout don du premier cercle, hein, parce que c'est aussi valable pour les greffes de rein, pour les greffes, les demi-greffes hépatiques, tout ce qui est dans le cercle connu, donc on n'est plus dans l'anonymat, on est dans la relation. Il peut y avoir une dette qui peut être difficile, c'est pourquoi avant de faire ce geste, il y a une nécessité d'une enquête psychologique extrêmement poussée pour essayer de dépister s'il peut y avoir donc des troubles ultérieurs. C'est toujours pas toujours facile, bien entendu, on suppose. Donc il faudra une évaluation, une enquête qui est en cours pour les équipes qui ont déjà réussi. Nous, on est tout jeunes dans l'histoire. Il y a à peu près une vingtaine d'enfants dans le monde qui sont nés par greffe d'utérus, beaucoup plus par GPA. Et donc les études vont être menées et il faut attendre quelques temps pour avoir une réponse. Dans la question qui est posée de savoir quelle serait l'attitude transgenre, on comprend que vu la lourdeur du geste et la difficulté de l'origine de l'utérus, on soit réticent à envisager un geste aussi lourd pour une demande qui est certes légitime, mais qui fait partie des demandes pour lesquelles on ne répondra pas. En effet, il est important quand même de préciser une chose, on ne peut pas répondre à toutes les demandes du désir d'enfant. Et 50% des couples qui viennent dans le cadre de la fécondation in vitro n'auront pas l'enfant qu'ils désirent. Donc il faut pas essayer de court-circuiter ou de passer au travers de cet obstacle. Oui, on ne peut pas répondre à toutes les demandes du désir d'enfant. Donc après, il y a une difficulté qui va être de dire quelles sont celles qui sont éligibles. Il est certain que l'absence d'utérus de naissance, voire l'absence d'utérus du fait, par exemple, d'une hémorragie de la délivrance ou voire d'un cancer limité chez une femme jeune, pourrait se discuter. Reste le problème de la disponibilité des greffons donneurs, ce qui n'est pas non plus aussi simple que cela. Par contre, on pourrait évoquer le lien entre greffe d'utérus et transgenre dans la séquence où la femme veut sa transformation et demande, après le protocole habituel, d'une part l'ablation des organes féminins, c'est-à-dire des seins, et de l'utérus afin d'éviter soit les médicaments contre les saignements, soit la survenue de saignements menstruels. Et j'avais fait à Foch, puisque Foch est aussi un endroit où il y a ce type d'intervention, F2M, j'ai posé la question à un certain nombre de femmes avant leur transformation, et elles étaient enchantées de pouvoir donner leur utérus, car parmi les dons d'utérus, on souhaite des utérus qui soient sains, donc des femmes jeunes, qui n'aient pas de synéchie, de myome et d'autres choses, et elles étaient absolument emballées de pouvoir rendre service et participer à une aventure médicale. Dans notre demande auprès des autorités, nous n'avons pas gardé cette indication de source d'utérus pour se concentrer sur les 10 cas qui nous ont été autorisés, à rester dans le cercle familial et dans le don donc du premier cercle. Cependant, je pense que, avec les précautions d'usage pour éviter toute exploitation et toute pression, bien entendu, il faudra réfléchir sur la possibilité d'utiliser des organes sains provenant de femmes qui doivent subir une intervention et qui seraient volontaires pour que leur utérus soit réutilisé, tout en sachant effectivement que l'intervention qui serait proposée est une intervention un peu plus lourde que celle qu'elles vont subir classiquement d'ablation simple de l'utérus, puisque là encore, jusqu'à présent en tous les cas, il faut dégager les vaisseaux, artères et veines pour pouvoir faire la greffe. Voilà, ces quelques notions amèneront une réflexion, j'en suis sûr, de toutes ces situations où l'utérus est la pièce manquante.